Étudier l'économie du numérique revient à étudier le rôle de l'information. Et oui, la particularité du numérique, c'est qu'il a une valeur immatérielle et on ne peut pas comprendre les enjeux du monde numérique sans comprendre pourquoi une information, par définition immatérielle, peut avoir de la valeur. Commençons par une définition de l'information avec celle proposée par Robert Rex. L'information est ce qui nous apporte une connaissance, qui modifie notre vision du monde, qui réduit notre incertitude, c'est un renseignement. Le champ est donc large et peuvent être considérés comme information aussi bien un article de journal, une photographie, un roman de Balzac ou de Guillaume Musso, la météo du lendemain, le prix du kilo de tomates ou encore la vidéo que vous êtes en train de visionner. Bref, tout ce qui est du domaine de l'esprit. Historiquement, les économistes ont largement négligé le rôle de l'information, pourtant essentiel dans le processus d'échange. Même un échange simple, dans une époque reculée, nécessite un minimum de renseignements. Quelle quantité échange-t-on? Où les échange-t-on? À quel prix? Dans quelle monnaie s'effectue le paiement? Quelle est la réputation du co-échangiste? Et donc le risque d'être victime d'un mauvais tour? De quel droit dépend l'échange considéré en cas de désaccord? Etc. Tout procédé qui favorise la bonne compréhension et la bonne circulation de l'information facilite du même coup l'échange économique, et ce dernier étant source de richesse pour chaque personne qui échange, la société a intérêt à bien communiquer. C'est ainsi que l'invention du langage, celle de l'écriture, du papier, de l'encre, puis plus tard de l'imprimerie et enfin de l'informatique, ont chacune marqué une étape clé dans l'enrichissement des sociétés. Pourquoi les économistes ne l'ont-ils pas souligné plus explicitement? Il faut dire que jusqu'à une époque assez récente, l'information ne circulait que sur un support, ce qui pouvait laisser croire que sa valeur économique provenait plutôt du support que de ce qu'il contenait. Et d'ailleurs, l'essentiel des échanges concernait des biens matériels qui posaient eux-mêmes de nombreuses questions économiques quant à la valeur, la nature de l'échange, l'importance de la technique de production, du mode d'organisation de l'industrie, etc. L'information n'en était pas absente, mais elle ne faisait pas l'objet de travaux dédiés. Au XXe siècle, l'économiste américain Frank Knight va établir une distinction importante entre le risque et l'incertitude. On parle de risque lorsque les conséquences possibles d'une décision sont soumises à un aléa indépendant de la décision et dont l'issue, en cas de réalisation, est mesurable. Par exemple, un organisateur d'événements en plein air, comme un concert, sait que la pluie est un risque. Il n'y peut rien, mais par la météorologie, on peut en anticiper la probabilité, et par des hypothèses réalistes sur la réaction des spectateurs, on peut même en chiffrer le coût. Tout le business des assurances repose d'ailleurs sur ce type de calcul. Mais l'incertitude, quant à elle, ne peut pas faire l'objet de calcul, puisqu'elle désigne un état du monde imprévisible et non mesurable. Les meilleurs logiciels du monde ne pourront jamais anticiper parfaitement les envies du consommateur, qui seront elles-mêmes dépendantes d'événements futurs dont on ignore tout. C'est un premier pas dans l'étude de l'information, ou de l'absence d'information en l'occurrence, qui fera conclure aux économistes libéraux que la réponse aux besoins humains nécessite une collecte d'informations décentralisée telle que décrite par Friedrich Hayek dans son article « L'utilisation de la connaissance dans la société ». A l'inverse, une décision centralisée dans la production et la distribution des richesses est vouée à l'échec, car l'essentiel de l'information qui manque au décideur central n'est pas assimilable à des risques, mais bien à des incertitudes, et ne sont donc pas modélisables même avec toute la technologie du monde. Au XXIe siècle, l'information gagne encore en importance pour deux raisons principales. Premièrement, les besoins exprimés par les consommateurs sont de plus en plus diversifiés. Hier, le consommateur s'estimait heureux d'avoir une voiture, fût-elle identique à celle du voisin. Aujourd'hui, ce consommateur ne se contente plus de vouloir une voiture, mais sera prêt à payer plus cher pour la personnaliser et surtout pour se procurer le modèle qu'il aura identifié comme étant celui qui le représente socialement. Le marketing a pris une part croissante des coûts de production. Les nouvelles exigences du consommateur, y compris des exigences positives comme le respect de l'environnement ou la provenance des produits, nécessitent toujours plus de communication des uns vers les autres et contribuent à donner de l'importance au système d'information. Deuxièmement, la technicité croissante des produits qui nous entourent au quotidien en fait des biens qu'on qualifie de knowledge intensive, c'est-à-dire qu'ils requièrent, plus que de la main-d'œuvre ou du capital en abondance, une ingénierie pointue dans leur conception et dans celle des produits intermédiaires utilisés dans leur production.
Cela veut dire que tout instrument capable de transmettre plus efficacement la connaissance, par exemple dans le système éducatif, contribue à rendre moins coûteux les produits knowledge intensive. Si on ajoute à cela l'éclatement mondial du processus de production, notamment à travers des firmes multinationales, on comprend aisément que la coopération entre des cellules nombreuses et distantes donne une importance vitale aux moyens de communication. Voilà pourquoi le numérique est au centre de l'économie moderne.